Bonjour à tous, première vidéo concernant les États-Unis d'Amérique et en quoi se résume le concept du rêve américain. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais faire une toute petite présentation de ma chaîne. Cette chaîne va s'articuler autour des sujets sociopolitiques et philosophiques, centrés sur une base humaniste qui va être centré sur l'aspect critique de nos sociétés modernes et les sociétés du passé à travers une perspective historique, à travers une perspective politique et bien sûr philosophique. Et en quoi l'histoire dans le monde moderne ou la philosophie, est-ce que l'histoire ou la philosophie et la politique ont encore leur mot à dire? En tant que porteur d'une certaine culture, j'estime que toute personne ayant des capacités critiques, ayant des capacités à pouvoir discerner certains mécanismes sous-jacents de nos sociétés, j'estime qu'il faut pouvoir en parler et bien sûr pour pouvoir développer dans le débat public ou sur une plateforme ses conceptions du monde ou tout simplement ses opinions, et voilà. Donc, je suis déjà premièrement pour la liberté d'expression. Je pense que c'est l'une des plus grandes choses, l'un des plus grands acquis que nos sociétés modernes ont su sans en arriver là. Et je pense qu'il faut comprendre tous ces fonctionnements à travers, bien sûr, toujours un esprit critique et aiguisé sur les phénomènes. Et de quelle manière, bien sûr, même cette liberté d'expression, exemple, change dans le temps, de quelle manière elle est reprise, etc., etc. Donc voilà, très brève présentation, rien de plus. Je pense que tout est dit. Le reste suivra et vous m'en direz ce que vous pensez. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc pour ce qui concerne les États-Unis d'Amérique et comment les États-Unis d'Amérique se sont formés, de quelle manière les États-Unis d'Amérique et surtout le rêve américain, le concept du rêve américain, pourquoi ce concept est fallacieux, ou s'il n'est pas fallacieux dans son sens dans son sens plein, il reste néanmoins un concept qui, dans le temps, a perdu de sa justesse, de sa valeur, et bien sûr, d'une manière objective, de sens. C'est un concept qui est vague, enfin qui devait en lui, qui avait les attributs d'un vrai concept dans le sens où il donnait une objectivation à travers la prospérité, à travers la propriété privée, à travers l'émancipation, etc. Et comment ce concept, en réalité, cache certains mécanismes sous-jacents à la société même, à la société américaine. De quelle manière ces sociétés américaines s'est constituées. Donc, bien sûr, on va commencer par le commencement des États-Unis d'Amérique et de quelle manière se sont construits ce pays. Donc bien sûr, on va commencer par les colonisations premières, les premiers colons qui sont arrivés au XVIIe siècle, colonisation qui a commencé du XVIIe jusqu'au XVIIIe, mais la colonisation de base qui a vu les colons anglais, qui ont vu les colons anglais se sont émancipés et se sont détachés des royalistes, des rois, des couronnes, de la couronne anglaise. En 1600, au bord du Malfoy, ils sont arrivés au bord du Malfoy en 1620 et vers 1663. Donc, les premières fondations de Jamestown, les premières colonies qui ont vu donc chronologiquement parlant 1607, 1620, l'arrivée du Malfoy et l'installation des Pilgrims, Nouvelle-Angleterre. Vers 1763, fin de la guerre de 7 ans, la Grande Guerre qui a vu les tensions entre les métropoles et les colonies. C'est la première grande guerre aux États-Unis qui a vu s'affronter une multitude de personnalités. Enfin, pas de personnalités, mais plusieurs pays, comme la Russie, l'Hollande, les Hollandais, les Russes, les Espagnols,
les Anglais et les Français. Donc les États-Unis se sont construits déjà de base à travers une politique de soumission, bon nombre de personnes. C'est le rêve américain et ses paradoxes. Le récit national, la présentation du rêve américain, c'est une terre de promesses, de liberté et de prospérité. Mais les contradictions fondamentales, dès le départ, se sont vues à travers ce rêve qui repose aussi sur l'esclavage, sur la spoliation des terres autochtones et une idéologie expansionniste, et bien sûr le concept de la destinée manifeste, à travers bien sûr des catégories, plusieurs catégories de l'éthique du protestant aussi, l'éthique du protestant qui a beaucoup influé dans un fondement téléologique, et à travers le fondement du capitalisme, comme l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de le grand livre de Max Weber, qui a vu décrire tous les phénomènes sous-jacents à cet aspect des États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il faut comprendre ici des catégories comme la prédestination, le fondement téléologique, le calling, comme ils appellent ça, l'appel, l'application individuelle, le but de la personne, son ascétisme, intramondain, discipline de la vie, la frugalité, l'honnêteté, la rationalisation, et bien sûr, systématique, l'optimisation comportementale du sujet et la destinée manifeste. Gestion idéologique et collective. Il faut comprendre à travers ces catégories, comme aussi la gestion économique, donc la frugalité et le réinvestissement, puisque si on part d'un principe où dans la religion catholique, ces concepts sont pas toujours des valeurs, mais plus des vices, elles deviennent des valeurs nécessaires au devenir de l'homme. Donc il faut, on remplace bien sûr l'aspect du zélé par des valeurs calvinistes. C'est assez exceptionnel sur le renversement est assez exceptionnel dans une projection où les Américains se sont vus s'accaparer, comme on appelle ça, des land country. C'est des terres neuves qui se voient s'approprier plusieurs des terres et la propriété privée, bien sûr, qui suivra. 13 colonies de base qui se voient être à l'époque comme la Géorgie, le Massachusetts, donc Boston, New York, comme à l'époque c'était la Nouvelle-Angleterre, à l'arrivée, comme je disais, à l'arrivée du Malfoy, la première installation des Pilgrims, comme ils appellent ça, la Nouvelle-Angleterre, et bien sûr son expansion à l'ouest après son arrivée, bien sûr, à la chaîne des Appalaches. Ça s'est arrêté à la chaîne des Appalaches. Bien sûr, après ça, il y avait la réserve indienne, et bien sûr, il y avait l'Espagne. Mais ça, c'est quand on arrive à l'expansion. Donc voilà. Avant ça, bien sûr, la Révolution a connu une énorme dislocation interne qui est devenue fondement même de ce pays. La Révolution américaine et l'indépendance vers la fin du XVIIIe siècle, pour ce qui concerne 1775 et 1783, la guerre d'indépendance, début des hostilités en 1775, sur le 4 juillet 1776, et la déclaration de l'indépendance des droits des États-Unis d'Amérique, bien sûr l'entrée en vigueur de la Constitution, les élections de George Washington, les premières, l'option du Bill Wright, les 10 premiers amendements qui sont fondamentaux aux États-Unis, pour les Américains, c'est d'une nécessité, une grande nécessité. Ils ne touchent pas à leur constitution, c'est quelque chose de sacré, à l'instar des Européens, des Français, des Russes, des Allemands qui n'ont pas de remords à toucher ou donner des rectifications à leur constitution. Donc à travers, comme je disais, la destinée manifeste, popularisée vers 1845, et bien sûr à travers des personnages historiques aussi qui ont vu s'accaparer tout ça, à travers des gens comme bien sûr Thomas Jefferson, comme George Washington, et comme bien sûr Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, encore une fois, qui se sont vus ordonner tout ça, qui se sont vus en lieu de promulguer bien sûr tout ça à travers la politique et l'expansion. Donc la colonisation anglaise, comme je disais, l'identité américaine se forge peu à peu, en s'opposant à la métropole, avec la référence à la liberté, à la volonté d'autonomie, destinée manifeste, j'en ai parlé, c'est la conquête de l'Ouest, et bien sûr, dans la conquête de l'Ouest, il faut bien comprendre
qu'il y a eu des perturbations. Par perturbation, j'entends bien le moment fatidique et enclencheur de l'expropriation et massacre des populations autochtones, génocide progressif des Amérindiens, à travers le Indian Removal Bill de 1830 sous Andrew Jackson, le déplacement forcé, la création de réserves et tentatives d'assimilation. Position nordiste et sudiste. Ensuite, bien sûr, les nordistes et les sudistes liés à l'esclavage et à l'autorité fédérale des droits et des États. Naissance, ensuite, il faut bien comprendre ces mécanismes sous-jacents de la Révolution qui, quand bien même que le veuille ou non, était émancipatrice pour les États du Nord, mais il faut bien comprendre le discours d'investiture de Lincoln après la guerre, quand il est arrivé au pouvoir, bien sûr en 61. Il faut bien comprendre que le discours d'investiture de Lincoln ne porte pas contre l'esclavage. Il promeut même de préserver l'esclavage dans les États du Sud. Fait intéressant. Son discours porte sur le refus de la sécession et le maintien de tout, à tout prix de l'union. C'est ça qui est important. C'est un unioniste. Il est pour l'union et bien sûr pour l'expansion progressive des industries de masse dans les États du Nord. Alors que les États du Sud, il faut bien comprendre qu'ils étaient au contraire, qu'ils n'étaient pas protectionnistes. Les États du Nord étaient protectionnistes, ils étaient pour la masse industrialisation, la guilde qui va donner la Gilded Age. Ensuite, on reviendra là-dessus. Et le but du combat pour Lincoln, c'est le maintien de l'union. Il faut comprendre que l'économie et l'expansion étaient plus importants que l'émancipation des Afro-Américains à cette époque, alors que l'esclavage était encore quelque chose de permis et bien sûr qui dans l'espace était non acceptable pour ce qui concerne nos sociétés actuelles, mais qui était de mainmise et bien sûr qui laissait cet esclavage à ce niveau-là. Donc voilà, il faut comprendre aussi que à travers ces concepts, il y a un fondement très nécessaire de la compréhension et comme je disais, dans cette conception, il faut bien comprendre que la destinée manifeste, comme je disais, ce concept, qui a vu arriver des prêcheurs aux États-Unis, comme Jacques Marquette, qui a soumis des peuples autochtones en Louisiane, et à travers cette conception, la destinée s'est déployée, dans toute son ampleur aux États-Unis sur les terres américaines, qui ont vu bien sûr la solution massive des peuples autochtones et qui a suivi bien sûr le Indian Removal Act, quand ils ont construit le Railroad. Parce que tout ça a une implication aussi sociopolitique. Donc, il faut remettre dans cette perspective très important le grand débat entre Alexander Hamilton et Thomas Jefferson, qui donc Hamilton voulait une banque nationale, où le gouvernement pourrait emprunter. Et bien sûr, Jefferson, les banques ne pourront pas se déployer dans les États. Donc, il n'y aura que des classes privilégiées. C'est le problème constitutionnel. La Constitution ne donne pas le pouvoir au gouvernement des nations de mettre ça en place. Donc, il faut comprendre ici que l'argument de Jefferson est que tout pouvoir non spécifiquement accordé au gouvernement ont été donnés aux États et au peuple. Donc, il faut comprendre ici le conflit entre bien sûr, les fédéralistes et les fédéralistes comme Jefferson et ceux qui sont pour un État fédéral comme Alexander Hamilton, qui sous-tend ici une relation constante qu'on voit encore aux États-Unis, à travers, bien sûr, actuellement Donald Trump, ou les démocrates et bien sûr les républicains et les démocrates, qui se voient toujours s'indigner de la propension que Washington a sur tout le pays, sur les droits de veto, etc., alors que les républicains ont toujours été pour une autonomie des États, à travers, bien sûr, l'État de droit, qu'ils revendiquent énormément, dans le sens où il y a la Cour suprême, l'une des instances les plus hautes. Donc voilà, il faut comprendre aussi cette propension à travers le temps comme une continuité assez cohérente de l'expansion américaine. Donc début, on voit bien sûr des émergences, on voit émerger une éthique protestante complexe à travers les élites. Ensuite, en second temps, on voit que ils ont accumulé un pouvoir central. À travers le pouvoir central, ils ont construit une fédération et bien sûr la nation qui a suivi. Donc cette nation s'est construite sur
ses compréhensions du protestantisme et des vertus, les vertus comme le livre de George Washington sur les vertus et de Benjamin Franklin, les 13 vertus de Benjamin Franklin, à bien sûr la justice, l'humilité, l'ordre et la résolution. Donc voilà. Donc on continue. Aujourd'hui, l'économie repose largement sur les secteurs tertiaires aux États-Unis. C'est les services, transports et immobiliers, tout en restant le leader dans l'innovation technologique. Il faut comprendre que la question du racisme à cette époque-là, comme je l'ai dit, était une question fondamentale, puisque elle a toujours resté fondamentale, même on le voit actuellement à travers les groupes. Les États-Unis ont toujours sous-tendu ça en groupe. Il faut comprendre les théories raciales. La théorie raciale, c'est quelque chose de très populaire aux États-Unis, à travers Francis Galton. On n'oublie pas aussi, ça c'était le 19e, ça c'était le 20e siècle. Galton c'était le 19e et bien sûr le 20e siècle, les théories de Madison Grant, théorie raciale, Galton Kuhn qui était un anthropologue plus qu'un raciologue, mais néanmoins on reste dans une classification raciale assez flagrante, et le racisme systémique et les discriminations. Il faut tout simplement retourner à l'époque des manias, ou à l'époque de 1930, ou même à cette époque, l'histoire américaine est marquée par la traite noire, l'esclavage, puis la ségrégation. Bon, mais un exemple sur le Tulsa, sur la race de Tulsa, le massacre de Tulsa en Oklahoma. Et il faut on appelle ça des race riots aux États-Unis, où il y avait 6000 résidents qui se sont trouvés sans abri, et 800 personnes qui ont été hospitalisées. Donc, bien sûr, tout ça, ça s'est vu, bien sûr, coordonné à travers la guerre Nord et Sud, qui a vu l'émergence du Ku Klux Klan, suprémaciste blanc, qui promulguait des théories raciales, ethniques, on appelle ça WASP aux États-Unis, les WASP, les White anglo-saxons, White Protestant Anglo-Saxon, les protestants blancs anglo-saxons, qui se sont vus s'accaparer, bien sûr, à travers des politiques mercantiles et opportunistes, qui se sont vus se développer. Ils sont restés dans l'espace pendant plus de 100 ans, jusqu'à leur dissolution dans les années 1950 et totalement après 1960. Même s'il y avait déjà des traités pour les enlever, mais néanmoins, ils sont restés toujours très féroce. Donc voilà, il faut bien comprendre aussi que les États-Unis d'Amérique est un pays qui s'est développé à travers, comme je disais, des grands espaces. Ces grands espaces, c'est le développement économique des États-Unis, particulièrement entre début du 19e et donc la fin du 19e, fin 18e et début 20e. Ça repose sur l'interaction complexe entre idéologie, structure sociale et dynamique. Donc le pouvoir de l'agent en politique, comme on l'a vu à l'époque de la Progressive Era, bien sûr, où le pouvoir s'est vu attribué à Mark Hanna. Mark Hanna, qui était un dirigeant politique qui était le directeur de campagne de McKinsey, qui disait bien qu'en politique il y a deux choses, l'argent et j'ai oublié la seconde. Ça illustre bien le rôle central de l'argent dans la vie politique américaine. La politique courroucée, on est dans un système plutocratique, où le financement des manias et les grandes industries ont dominé, le financement massif, qui finance massivement les campagnes électorales. William McKinsey est un exemple très pertinent, notable, avec sa campagne financée par les industries comme Anna, marquant la transition vers les campagnes modernes et coûteuses. Le progressisme comme réaction au capitalisme sauvage, le mouvement progressiste qui a vu émerger tout ça en réponse aux excès du capitalisme non régulé, opposition au travail des enfants, exploités par les usines et les mines. Revendications sociales, il faut bien comprendre aussi que les journées de 8 heures sont d'une nécessité, et bien sûr la nationalisation, les infrastructures, les stratégies de chemin de fer, impôts progressifs et le revenu pour les plus riches. Donc démantèlement des monopoles. Il faut comprendre que la lutte contre la concentration des richesses est favorisée par la concurrence. Ces demandes reflètent bien une critique directe du système économique jugé injuste et antidémocratique. Donc le système politique favorable aux élites, le suffrage indirect et l'absence d'impôts sur les revenus, les successions, les entreprises ont valorisé une oligarchie économique. Le paradis pour les riches s'est construit
par les politiques limitant l'intervention de l'État, hein, et le progrès des intérêts des grandes fortunes. Le modèle économique américain, hein, il est bien basé sur les colons ont implanté un système fondé sur la liberté de choisir son activité professionnelle, le droit à la propriété privée, le profit comme moteur, l'accumulation est encouragée, valorisant l'effort individuel. La concurrence, vue comme régulateur naturel du marché, hein, bien sûr la souveraineté du consommateur, hein, satisfaction de la demande orientée. Donc voilà, il faut comprendre dans cette perspective que les États-Unis se sont construits, hein, à travers un des concepts très marqués comme l'éthique du protestant, hein, comme je disais. C'est marqué aussi à travers des politiques expansionnistes, ségrégationnistes, qui ont vu dévaster, hein, à travers le Buffalo Act, hein, le Bill de Buffalo Bill, hein, qui a vu la destruction massive, hein, des bisons d'Amérique, des bisons qui étaient pour les sédentaires, hein, amérindiens et populations autochtones qui étaient une source d'alimentation nécessaire à leur survie, hein. Donc leur extermination s'est vue à travers cet acte, la destruction massive des Amérindiens, bien sûr, hein, du Indian Removal Act, comme j'en ai parlé. Et bien sûr, tout ça, ça nous amène à dire que ce rêve américain, hein, où la prospérité et les droits de la propriété privée, sacralisés dans les institutions et les pratiques, restent des conceptions qui sous-tendent, hein, bien sûr, un ancrage religieux et expansionniste. Hein, c'est important de concevoir ça aussi dans la conception, dans la construction de la nation américaine. Hein. Bien sûr, les fondations de la nation, hein, la naissance des États-Unis, hein, la déclaration de l'indépendance, hein, de 1776 et la Constitution de 1787. Hein, qui ont été, comme je disais, hein, le berceau, hein, de la liberté, l'égalité, la propriété. Hein, c'est des principes affichés comme base. Bien sûr, on n'est pas dans l'égalité, c'est très important. Liberté, égalité, hein, et propriété. Hein. La question de la propriété et les théories anglaises, hein, comme Adam Smith, hein, et comme Locke, hein, sur l'expropriation, hein, et les terres neuves. Les terres doivent être comprises comme partie, hein, de la propriété privée doit être comprise comme partie centrale des États-Unis d'Amérique. Hein. Et le contraste, bien sûr, entre l'esclavage déjà présent et les inégalités très marquantes, hein, entre les femmes, les minorités aussi, et les populations autochtones non intégrées. L'expansion territoriale est destinée manifeste, hein, et bien sûr la conquête de l'Ouest. Voilà. Donc il faut comprendre que la guerre de sécession, hein, aussi, hein, c'est l'idéologie d'élection nationale, hein, des Américains qui se voient comme un peuple choisi. Hein. Lincoln et la guerre. Les points spécifiques, hein, les premiers discours d'investiture de Lincoln n'est pas un plaidoyer contre l'esclavage, hein, mais pour un maintien de l'Union. Hein. Donc priorité, refuser la sécession des États du Sud. Donc l'objectif montre que la nation se forme sur une double dynamique, très compliquée très important à concevoir, hein, un discours officiel sur la liberté et l'unité, et un réel usage de la force, de l'exploitation et de l'expansion. La montée du capitalisme, hein, de la Gilded Age, hein, hein, comme ils appellent ça, dans les années 1870 à 1900, hein, ils ont vu une masse production et bien sûr des abattages des abattages notamment à travers les théories de Taylor, hein, le Taylorisme, hein, et bien sûr Ford, la théorie de Henry Ford et Taylor, qui se sont vus s'accaparer à eux des grandes industries et des trusts. Hein. Bien sûr, on comprend ici que c'est un point très spécifique des États-Unis que j'aimerais mettre ici souligné, hein, bien sûr de la création de ces manias, hein, ces manias qui sont arrivés, ils sont vus s'accaparer, hein, c'est la distribution massive, hein, à travers bien sûr les conflits, comme j'ai dit, les conflits sociaux qu'il y a eu à cette époque, hein, les répressions et le Louisville Massacre, hein, le massacre de Louisville. Hein. En 1914, les grèves des mineurs du Colorado aboutit à un épisode violent, hein, des tentes de grévistes avec femmes et enfants sont incendiées par des milices privées ou la Grande Nation. Montre la brutalité et bien sûr la répression à l'égard des ouvriers, hein, même en plein air progressif. Parallèle possible avec d'autres luttes, hein,
du syndicalisme chez les ouvriers des abattoirs de Chicago. Les abattoirs de Chicago, des grands abattoirs, qui à travers les théories de Taylor, de la gestion scientifique, les divisions extrêmes des tâches, la standardisation, chronométrage pour augmenter la productivité, se sont vus complètement arrachés, bien sûr, des principes, des principes moraux que chaque personne ou chaque sujet a le droit pour ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que le grand travail, le travail complexifié, laisse à sous-tendre que les États-Unis d'Amérique ne sont pas un pays qui se sont construits qu'avec cette prospérité, comme quoi on arrive, on travaille, mais que ce travail est un mécanisme sous-jacent qui était le travail forcé, qui était le travail non correctement, le travail qui n'était pas correctement rémunéré, et bien sûr des revendications syndicalistes qui ont été totalement annihilées par bien sûr ces manières. C'est pour ça qu'on a vu l'ère progressive arriver au XXe siècle, avec des personnalités comme Theodore Roosevelt, qui ont beaucoup influencé les politiques américaines et qui ont été de grands tenants contre ces manias. Et bien sûr, le financement massif de ces les trusts, les lois antitrust. Donc cette rationalisation, le calcul, la planification, l'optimisation, y compris dans les relations humaines, est une nécessité pour l'intégration et la cohérence interne de ces dynamiques. Donc l'objectif très important, est mettre en évidence la cohérence interne entre la religion, l'économie et la société, et comment cela alimente la légitimité des inégalités. Les tensions internes et limites du modèle, c'est ça la complexité de ce format. Quelles sont les tensions internes? Les inégalités structurelles, bien sûr, comme je l'ai dit, entre les communautés autochtones, les lois ségrégationnistes, comme notamment la Jim Crow Era, qui s'est vue entre 1877 et 1960, la ségrégation légale, c'est ça qui est important de comprendre. La ségrégation était légale, jusqu'à bien sûr le fameux de Rosa Parks, des mouvements noirs émancipateurs, à travers bien sûr des grandes personnalités comme Martin Luther King et Malcolm X. Donc le pays de l'oncle Sam n'est pas le pays il y a les États-Unis, comme système, parce que comme étant les porteurs d'une hégémonie culturelle très avancée dans le temps, et bien sûr à travers les guerres, etc. Ils se sont vus s'accaparer à travers la culture, à travers les industries culturelles, bien sûr aussi, comme Hollywood, des mécanismes, une certaine prospérité, cette prospérité qui est, à travers les films hollywoodiens, prescrite comme universelle, et c'est un grand plaisir de vivre aux États-Unis comme s'il n'y avait pas de problématique interne. Alors que, comme je le dis dans cette vidéo, comme je l'explique, les exemples phares, comme le cas des abattoirs de Chicago, les stockyards dès 1865, prouvent bien que ça s'est construit sur beaucoup de sang, et sur beaucoup du sang. Bon, je vais pas non plus, j'ai pas envie d'utiliser l'hyperbole ici, ou d'abuser ce mot. Bien sûr que on sait bien que toute construction requiert une certaine froideur. Il faut bien comprendre que les sociétés ne sont pas construites d'une manière joviale, bien sûr, j'entends bien, mais néanmoins, il faut comprendre que les gens se sont vus, c'est des familles qui ont été détruites aussi, à travers ça. Donc ça a été une course très féroce à la massive industrialisation. Et bien sûr, fait assez intéressant, j'aimerais souligner aussi fait assez marquant aux États-Unis, qui est bien sûr l'aspect des néo-protestants. Bon, je les appelle les néo-protestants dans le sens où ce sont des individus, des charlatans. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des charlatans qui se voient ici pour le profit économique, divulgué d'une manière un peu malhonnête, mais néanmoins se servir des sociétés actuelles
font déjà assez bien leur travail à ce niveau-là, dans le sens où il y a un effacement de la pensée critique aux États-Unis à travers, bien sûr, des gens comme David Goggins ou Tony Robinson, hein, des des prêcheurs, hein, comme si les structures motivationnelles seules pouvaient définir à elles seules le but des gens. Hein, le discours sur des figures repose souvent sur des principes dogmatiques, hein, puisqu'ils agissent en véritables prédicateurs. Hein, les mêmes prédicateurs qui ont vu séjourner à l'époque, comme Jacques Marquette, ou les conceptions de la prédestination, etc., de l'époque des colons. Hein. Donc le bonheur éphémère, hein, et hédonisme, hein, hédonisme vide, hein, creux, qui ne sert qui ne sert pas à grand chose, ou juste pour une euphorie pour les participants. Hein. Les participants vivent un moment d'euphorie, hein, passager, sans approfondir les fondements de leur mal-être. Ça, c'est très important. Et en fin de compte, qu'un prédicateur néo-protestant moderne, hein, vend des billets hors de prix pour permettre à ses adeptes de rejoindre une sorte de secte et d'écouter des banalités de toutes sortes. C'est très important puisque ces prédicateurs font de grandes conférences, hein, c'est des séminaires, hein, aux États-Unis, c'est très populaire. Et il faut comprendre que ces séminaires coûtent très cher. Hein, c'est des billets qui peuvent aller de 100 jusqu'à $300, $350 le billet, tout dépend de la manière dont la personne en question est populaire ou non. Et bien sûr, cette popularité à travers le mass média, à travers bien sûr les plateformes comme des plateformes YouTube, etc., se sont vues la prospérité. Il faut comprendre que les personnes comme Tony Robinson étaient dans la réclame, hein, dans les années 80, 90. Hein, donc ces mêmes personnes-là se voient maintenant produire cette réclame dans la réalité, hein, puisque cette réclame même est le produit de la société américaine. Hein, même à travers des conceptions actuelles, hein, comme les MTV Music Idol, hein, ou dans les années 90 et 2000, hein, qui se sont vus façonner une génération entière, hein, de quelle manière ça a été implanté aux États-Unis. Hein. Donc voilà, et il faut comprendre ça comme une conséquence sociale. Hein. Il faut comprendre ça comme, bien sûr, à travers aussi les concepts de Walter Lippmann, hein, ou de Bernays, hein, hein, l'opinion publique, hein, et la fabrication du consentement, très important. Hein, les théoriciens de la communication politique et des médias, hein, Public Opinion, hein, de 1922, montrent comment, d'ailleurs Bernays, hein, Walter Lippmann étaient des personnalités politiques, et alors que Bernays était bien sûr le neveu de Sigmund Freud. Hein. Donc vous comprenez aussi quelques relations psychologiques ici. Donc c'est des théoriciens de la communication. Hein. Ils montrent comment, dans une démocratie de masse, l'opinion peut être manipulée par la propagande, car la plupart des citoyens manquent de temps et d'informations pour comprendre la complicité des enjeux. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Donc, on montre ici, hein, c'est l'idée qui forge les stéréotypes, hein, les images simplifiées du monde, qui façonnent les croyances collectives, les médias, en focalisant l'attention sur certains faits ou angles, hein, influencent considérablement la conscience publique. Édouard Bernays, hein, le neveu, comme je disais, de Freud, considère comme le père des relations publiques. Il développe la théorie de l'ingénierie du consentement, l'idée qu'on peut arranger ou mettre en scène l'espace social pour orienter l'opinion des comportements. Et bien sûr, sa fameuse campagne, hein, notamment pour les firmes de tabac. Hein. Les firmes de tabac venaient voir Victor Bernays et lui ont proposé, donné des propositions pour comment on pourrait faire pour que les gens fument plus. Hein. Donc, ils ont implanté ça à travers l'opinion publique et bien sûr, ils ont fait en sorte que une femme qui fume, c'est une femme émancipée. À cette époque où l'émancipation des femmes était une manière très fallacieuse, hein, de donner goût à la cigarette, fumer des cigarettes. Sont des exemples d'une communication modernisée visant à façonner les désirs au public au-delà de simples informations, hein, puisque les hommes seuls, hein, fumaient, et une femme qui fume, c'est une émancipation. Donc ils ont fait fumer des femmes, et à l'époque, ils avaient beaucoup de propagande comme quoi les cigarettes étaient très bonnes. Ça, c'est un exemple comme dans d'autres. Hein. Walter Lippmann a beaucoup influencé sur les politiques, hein, sur l'agencement, hein, de l'opinion et comment on forme dans la masse, dans ce consumérisme, les psychotypes, hein, des gens. Donc voilà. Et il faut bien sûr aussi comprendre ça, bien sûr, dans cette perspective, comme je dis, on retrouve de nombreuses similitudes, bien sûr, avec des dynamiques qui ont vu construire les États-Unis. Hein. Il faut comprendre aussi que les États-Unis
est un pays qui a été construit, comme je disais, avec au début du XXe siècle, enfin fin XIXe, début XXe, avec les manias. C'est les lois. Il faut bien comprendre que pour en arriver à l'époque de la Gilded Age, et des rôles des grands capitaines de l'industrie, il faut comprendre comme les Robert Baron, on les appelait les Ludwig, Ludwig, la gestion scientifique de la modernisation, en 1914, les répressions syndicalistes qu'il y a eu. Les voleurs, c'est des barons voleurs. Exemple Rockefeller, la Standard Oil, et Andrew Carnegie, qui contrôlait à lui seul l'aciérie, JP Morgan qui contrôlait lui les banques, et bien sûr les rails, l'acier, l'électricité, le charbon, les télégraphes, etc. Donc ils se sont vus s'accaparer toutes ces grandes corporations pour en promulguer les États. Et pour promulguer, bien sûr, ils arrivaient à manier à travers ça ces politiques. Exemple marquant, je pense que c'est un exemple qui est très important sur le monopole, des monopoles régionaux, nationaux, augmentant les prix et évitant la concurrence. Exemple marquant, Standard Oil, très important de comprendre, Standard Oil démantelé en 1911 par la Cour suprême, qui impose la scission dans 34 sociétés, si je ne me trompe pas. Concurrent toutefois, les actionnaires de Rockefeller lui-même rachètent presque tout, limitant l'impact réel sur la compétition. Donc c'est les trusts qui servent ici, avec l'accaparation sournoise des politiques, bien sûr, de l'acceptation des politiques courroucées par les financements de ces manias, et de l'inefficacité des institutions juridiques à cette époque-là, qui montrent bien l'inefficacité. Le club des millionnaires, au Sénat, à la fin du XIXe siècle, l'élection indirecte des sénateurs par les assemblées locales valoriser l'achat des sièges par les manias de l'industrie. Cela continue même actuellement. On peut bien voir des processus électoraux actuels comme Donald Trump, avec les GAFAM, où les gens du Congrès américain se voient disparaître, se voient virer, pour les remplacer par des gens qui ont un capital important. Donc c'est toujours dans une dynamique plutocratique. Comme je disais, la législation aussi Sherman, antitrust de 1990, peu ou mal appliquée, appliquée jusqu'à ce que Theodore Roosevelt relance l'offensive, comme dit le grand Theodore Roosevelt, l'offensive de 1906 contre les trusts. Et la philanthropie, et de la défiscalisation. Carnegie lui-même, le grand Carnegie, Andrew Carnegie, dans son essai The Gospel of Wealth, estimait que les inégalités sont naturelles et bénéfiques, car seuls les plus aptes, je cite bien sûr, estiment que les inégalités sont naturelles et bénéfiques, car seuls les plus aptes s'enrichissent, et que le riche doit ensuite redistribuer via la philanthropie. Cette même philanthropie, j'aimerais souligner cette même philanthropie qui se trouve être un leurre, puisque ces philanthropes investissent des universités, où ces mêmes universités sont acceptées que les gens riches, les blancs, des gens d'une certaine classe. Il y a toujours une disparité entre les classes. Warren Buffett actuellement aussi parle d'État oligarchique aux États-Unis, où l'oligarchie domine. Donc c'est un pays où même la Réserve fédérale et le président ont toujours une main mise sur les politiques. Cela ne dit pas que les États-Unis n'est pas une démocratie, qu'il n'y a pas des instituts démocratiques. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y a beaucoup de lois, notamment la loi de 2010, si je ne me trompe pas, après le crash de Lehman Brothers, sur la Cour suprême, si je ne me trompe pas. Et du financement des campagnes électorales, des individus comme seul critère légitime de réussite. De même que le financement des campagnes électorales, après la décision du Citizen United de la Cour suprême en 2010, montre combien le rôle de l'argent, historiquement central, continue d'orienter la vie politique, puisque c'était à travers ça que se sont vues espacer les inégalités. Enfin, pas les inégalités, mais l'aspect oppresseur des manias.
Donc voilà. Et bien sûr, remettre en relation ces mécanismes est une nécessité. Donc sur un plan économique, j'aimerais faire une petite conclusion hein, sur un plan économique. Hein, la puissance des grandes entreprises technologiques, hein, bien sûr, comme les GAFAM, hein, prolonge l'influence des anciens. Hein. Si on reprend les États-Unis dans sa perspective américaine, dans sa perspective de l'accent qui est mis sur les élites protestantes, les grandes entreprises et les barons, on voit bien qu'à notre époque, ce système politique oscille entre démocratie et oligarchie. Hein. Et bien sûr que, exemple, cela reflète sur la puissance des grandes entreprises hein, technologiques, hein, comme les GAFAM, qui prolongent l'influence des anciens, hein, les barons de l'industrie. Ils répètent à la fois un goût pour l'innovation et une tendance à la concentration du pouvoir économique. Les débats actuels sur la fiscalité et la redistribution, notamment la question de l'impôt sur les grandes fortunes, résonne avec les aspirations du mouvement progressiste du début du XXe siècle et est toujours présente dans une société marquée par les inégalités grandissantes. Enfin, la persistance de fortes divisions d'une société marquée par les inégalités grandissantes, les divisions raciales et culturelles, mises en lumière par les mouvements tels que BLM, hein, les Black Lives Matter et raciales et culturelles, et bien sûr rappelle que l'idéal d'une nation libre et égale se heurte toujours aux réalités d'un système qui, dès ses origines, a légitimé l'exclusion et la domination au nom du profit et de la prospérité. En somme, l'Amérique d'aujourd'hui ne peut se comprendre sans ses héritages historiques. Le rêve américain, l'éthique protestante, la destinée manifeste, hein, mais aussi la brutalité de l'esclavage et des inégalités systémiques. Tous ces éléments ancrés dans la culture, hein, il faut bien comprendre que la politique et l'économie continuent de façonner les débats contemporains. C'est dans cette tension permanente entre l'idéal proclamé de liberté et les mécanismes réels de pouvoir et de richesse que se rejoue encore et encore l'identité américaine. C'était une petite conclusion et j'aimerais aussi voilà, j'espère que dans cette vidéo, hein, c'est la fin de la vidéo, j'espère que dans cette vidéo, il y a eu, j'ai essayé d'éclairer un peu, hein. C'est un sujet très complexe, j'ai synthétisé beaucoup, il faut comprendre que j'ai beaucoup synthétisé. J'espère que j'ai réussi, d'une certaine manière, hein, en gardant de l'humilité, à éclaircir quelques concepts sous-jacents, hein, comme la destinée manifeste, encore une fois, comme l'éthique du protestant, comme les manias hein, qui ont influencé, et comment de cette manière-là, ces implications internes et l'articulation entre les ségrégationnistes, entre les expansionnistes, entre les dynamiques du Nord et du Sud, hein, et du vouloir réel des politiques, courroucés, etc., les mécanismes hein, qui ont fondé l'Amérique actuelle. Hein, l'Amérique qui est un pays, encore une fois je le dis, hein, c'est une plutocratie, hein, c'est le pouvoir qui est dominé par les riches, par les oligarques, et qui, dans la politique actuelle, se trouve être l'un des tenants hein, majeurs et à travers sa dominance hégémonique et culturelle. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère vous revoir à bientôt. Laissez des commentaires, critiquez, dites-moi ce que vous pensez. Je vous remercie. Au revoir.